Deux décrypteurs face à l'actualité pour l'analyser, la commenter et la décortiquer. Club Média 7 de ce dimanche reçoit pour vous Edouard Adodé, journaliste, chroniqueur politique, analyste politique, basé à Parakou. Edouard Adodé, bonsoir. Bonsoir Lénaï Kadbadaou, merci beaucoup pour la considération et pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Pascal Ansem-Agueoundé, un fidèle de ce plateau, journaliste au quotidien du service public, La Nation. Pascal Ansem-Agueoundé, bonsoir. Bonsoir Lénaï Kadbadaou et bonsoir à nos téléspectateurs. Acte 1 de cette émission, la revue de presse hebdomadaire, c'est sous la plume et avec la voix off de Marcel Arrossi. Brouillé à la Commission béninoise des droits de l'homme, les commissaires sont à couteau tiré. Et pour cause, 8 d'entre eux ont annoncé avoir révoqué le président Isidore Kakpo-Tchitchi ce lundi 23 octobre 2023 par un vote à bulletin secret au cours d'une assemblée générale, rapporte le matinal. Selon des informations de la presse en ligne, Banuto, des commissaires ont confié avoir destitué le président de l'institution et lui avoir retiré sa qualité de membre lors d'une assemblée générale tenue ce lundi 23 octobre. Ils ont ensuite désigné la vice-présidente Sidikatou Adamon Bissirou pour assurer désormais son intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau président dans les tout prochains jours, selon Fraternité. Il est reproché au numéro 1 de l'institution des faits présumés de conflit d'intérêts dans la passation des marchés publics, de dilapidation des ressources de la CBDH, de légèreté dans le traitement de la PRMP dans les charges fonctionnelles de celle-ci et d'abus d'autorité et de fonction, clarifie le matinal. Si les commissaires ont saisi la criette pour y faire la lumière, le président accusé a lui de son côté saisi la Cour constitutionnelle. Mais de sources bien introduites selon le quotidien, les réformes en cours au niveau de l'institution seraient la principale cause du bras de fer qui a été engagé contre Isidore Kakpo-Tchitchi. Ce dernier avance que les commissaires lui en veulent pour son engagement prononcé pour la réforme de la CBDH voulue par le gouvernement depuis 2019, poursuit Fraternité. Il soutient que les commissaires ont opté pour la destitution après que leur amendement au texte de loi n'a pas été pris en compte suite à une rencontre avec le garde des Sceaux. Candide Azanaï, SDF politique et fier, depuis sa sortie fracassante du gouvernement Talon en mars 2017, Azanaï échappe à toute catégorisation politique, affirme en manchette Bénin intelligent. On l'a vu aux côtés de l'opposition et l'on a péché d'avoir cru qu'il s'y installera. Erreur, s'exclame le journal. En peu de temps seulement, le philosophe s'est retourné contre ce même camp. À ses yeux, ni Boni Yayi, ni Éric Ondété, ni personne d'autre n'est aujourd'hui de vrais opposants, de valeureux combattants face à Patrice Talon. De sorte que finalement, et sans tapage, tout le monde prend des distances avec son excès de pessimisme politique. Il vient d'ailleurs de désapprouver le choix de l'ancien président à la tête du parti Les Démocrates, nous apprend l'événement précis. Pour lui, le parti Les Démocrates expose ses limites à l'impasse dolosive de sa compromission. Plus amère dans sa déclaration, Candide Azanaï compare le parti Les Démocrates à un club politicien d'accompagnement et de légitimation du pouvoir contre des avantages pécuniaires dans le seul but politicien inavoué, mais apparemment mercantile et lucratif, rapporte l'événement précis. L'opinion avait toujours cru que sur ces causes qu'il a si bien énoncé, l'opposition devrait compter sur Candide Azanaï pour faire fléchir Patrice Talon. Hélas, regrette Bénin intelligent, Candide Azanaï a peut-être opté pour la diversion plus profitable au pouvoir de Patrice Talon qu'il prétend avoir haï. Pour ce quotidien, Candide Azanaï ne traîne que son épouvantail de parti restaurer l'espoir au nom et au sein duquel il conserve encore son statut d'acteur politique. L'homme que rien ne contente se défend contre l'isolement, selon Bénin intelligent. Élection générale de 2026, la Sénat en visite d'immersion au Sénégal. Le Conseil électoral du Bénin s'y est rendu avec des directeurs techniques de la Sénat, la plateforme des OSC et la coopération suisse. La primeur estime que c'est pour apprendre de l'expérience des Sénégalais en matière d'organisation d'élections générales. Une expérience qui s'impose au Bénin en 2026. La visite aurait eu lieu du 15 au 21 octobre 2023. Quelques grands titres de la semaine au plan national. Le Télégramme. Poussé à la démission, la SE de la mairie de Tukuntuna, Sidonie Hundonungbo, dépose le tablier. Bénin intelligent. Tenue d'une comptabilité dans les églises et mosquées, aucun rapport avec les impôts. Nord-Sud quotidien. Activité commerciale. Le port autonome de Cotonou ferme ses portes au Niger. L'Indépendant. Conservation du patrimoine entre ignorance et fuite de responsabilité. Les maires interpellés. Le matinal. Mairie de Tukuntuna. La
secrétaire exécutive poussée à la démission, des témoignages sur la bonne gestion de Sidoni Ndonungbo, la réforme de la décentralisation éprouvée. Puissance économique africaine, voici le pays qui va détrôner le Nigeria en 2023. La mise à jour des prévisions de croissance du Fonds monétaire international apporte bien des surprises, dont notamment un chamboulement à la tête des économies les plus puissantes d'Afrique en termes de produit intérieur brut à prix courant exprimé en dollars. Ainsi, le Nigeria ne sera plus la première puissance économique du continent au terme de cette année 2023 et ce titre changera de titulaire en 2024 et puis en 2025. C'est depuis 2014 que le Nigeria trône au sommet des économies les plus riches du continent, à l'exception de la parenthèse 2016-2017, durant laquelle l'Afrique du Sud est redevenue la première puissance du continent à la faveur d'un rebasage du PIB, rappelle le 360 Afrique. Très prochainement, l'Afrique du Sud devrait temporairement dépasser le Nigeria et l'Égypte en tant que première économie du continent l'année prochaine, selon les prévisions du FMI. Les perspectives de l'économie mondiale établies par le FMI sont prometteuses pour l'Afrique du Sud. Pourtant, ce pays des BRICS ne devrait occuper la première place que pendant un an avant de se retrouver à nouveau derrière le Nigeria, puis de tomber à la troisième place derrière l'Égypte en 2026, selon le rapport publié la semaine dernière. Alors que les données du FMI montrent que l'économie du Nigeria a éclipsé celle de l'Afrique du Sud depuis 2018, sa fortune s'est dégradée parallèlement à une baisse de la production de pétrole, une inflation galopante et la chute de la valeur du Naira. En France, opération sauvetage. L'État du Sénégal a annoncé ce mercredi avoir acquis des biens en France de son ancien président, Léopold Sédar Senghor, pour une valeur totale de 244 000 € après avoir obtenu la suspension de leur vente aux enchères, dévoile Le Point. Les objets ayant appartenu au président Senghor et à son épouse Colette sont au nombre de 41, dont des bijoux et décorations militaires de l'ex-chef d'État ainsi que divers autres objets comme des cadeaux diplomatiques. Le coût de l'opération, tout frais inclus, s'élève à 244 000 €, soit environ 160 millions de francs CFA, a affirmé le ministère sénégalais dans son communiqué évoquant une solution à l'amiable dans l'acquisition de ces biens, nous apprend TV5 Monde. Léopold Sédar Senghor, poète et écrivain, a été un chantre de la négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 30 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas. Eh bien, merci à vous, cher Marcel Larossi, pour ce panorama des journaux parus au cours de la semaine. Et juste après la revue, deux sujets majeurs de l'actualité nationale à aborder avec nos invités en plateau. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Pascal Ansem Guéoundé, le mardi 31 octobre prochain, s'ouvre à l'hémicycle la session budgétaire. Ce sera le point d'orgue de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Mais avant, les cadres de l'administration parlementaire étaient à grand propos pour un atelier d'impréation de 5 jours afin d'être mieux outillés en ce qui concerne le contenu de ce projet de loi de finances 2024 pour à leur tour en éclairer davantage les parlementaires béninois. Voilà, c'est un exercice qui est devenu déjà, je vais dire, une habitude. Nous savons que la session d'octobre est celle qui est consacrée à l'étude du projet de loi de finances l'année N+1 et nous avons vu quand même, nous avons suivi l'actualité, le gouvernement a déposé quand même 30 000 projets le 4 octobre dernier, ce qui laisse près de 4 semaines, un peu plus de 4 semaines aux parlementaires pour essayer de se préparer avant la session budgétaire, ne pas arriver à la session budgétaire en ignorant. Et pour cela, il faille normalement que les cadres qui sont censés quand même éclairer les députés, parce que nous le savons, les députés ne sont pas forcément des hommes de loi, ne sont pas forcément des juristes. Donc il faut quand même de ces techniciens-là, de ces experts-là, pour leur expliquer les différentes facettes de ce budget-là qui a été adopté, qui a été du moins qui est à l'étape de projet. Nous avons vu que c'est un budget qui s'équilibre quand même en charge et en ressources à 3199,2 soit 14 milliards de francs CFA. Ça fait quand même une hausse de 5,5%. Et on sent que c'est une dynamique qui se poursuit face à cette dynamique et à tout ce qui est envisagé en termes d'investissement.
il faut que des regards de techniciens et d'experts se penchent sur les différentes orientations données à ce budget-là. Et je pense que les paroles du président de l'Assemblée nationale sont assez évocatrices. Lors de l'ouverture de la session que vous évoquiez tout à l'heure, il a demandé aux cadres de faire la différence entre experts et membres du gouvernement, parce que les premiers, les experts, viendront leur donner les différentes facettes du budget, leur expliquer les tenants et aboutissants de ces différentes facettes-là, mais les membres du gouvernement viendront plutôt répondre à leurs préoccupations, défendre d'une façon donnée, d'une certaine façon, le budget tel qu'il est proposé. Alors, aux cadres de bien suivre pour éclairer nos parlementaires, car c'est une étape essentielle de l'année, celle du vote du budget. Nous le savons, c'est ce qui permet à l'État de pouvoir se lancer sur ses ambitions, sur ses projets et sur les nombreuses réalisations. Et nous en sommes convaincus, il y en a vraiment beaucoup. Nous savons que le gouvernement est à cheval sur beaucoup de projets à la fois, de telle sorte qu'on se demande si tous ces projets vont connaître une fin imminente. Alors, on dit souvent que qui trop embrasse mal les trains. Nous n'en sommes pas encore là. Nous espérons simplement que nous continuons à traverser cette grande vallée de réformes en étant toujours focus sur le développement. Voilà. Eh bien, Edouard Dodé, il a été question d'analyser de façon approfondie le contenu de ce projet de loi de finances 2024. L'exercice a été fait par des sachants, des experts comme l'a évoqué Pascal. Vous avez certainement suivi cette actualité au cours de la semaine écoulée? Oui, j'ai suivi cette actualité. Je pense bien que, comme l'a dit Pascal, c'est une tradition pour l'institution parlementaire de mettre les députés au parfum du contenu sur le plan technique, au contenu de la loi des finances de l'année N+1 pour savoir d'abord, et pour leur permettre de bien réfléchir, de mener les réflexions sur ce qui fera objet de débat au cours de la session budgétaire qui démarre le 31 prochain. Donc je pense bien que c'est déjà un bon pas, et ce qui est encore plus important dans cet exercice, c'est pour la première fois pour certains députés de se mettre à l'œuvre, puisque la 9e législature est installée il n'y a pas longtemps. C'est seulement, il me semble, c'est courant février que la 9e législature est installée. Donc il y en a dedans qui sont à leur premier pas. Ce sera un baptême de feu pour les nouveaux députés. Donc ce n'est pas un exercice du hasard, c'est purement technique avant d'être politique. Un budget, c'est purement technique avant d'être politique. Donc il faut comprendre les contours techniques de la loi des finances avant d'aller sur les aspects politiques qui amènent souvent des discussions. Donc je pense bien que c'est important pour ces députés de s'imprégner de ce qu'on appelle d'abord loi des finances, et de savoir quels sont les différents contenus, les grandes lignes de cette loi, et les aspects qu'on ne doit pas toucher, parce qu'il y a des aspects de la loi qu'on ne touche pas, qui sont des prérogatives pour le gouvernement ou pour l'État, des dépenses qu'on ne doit pas changer. Et donc il faudrait que ces députés, surtout les nouveaux, soient bien outillés par rapport à ces nuances liées à la loi, pour que dès la prochaine session budgétaire, qu'il n'y ait pas trop de quiproquos autour au niveau de l'analyse du contenu du document, et pour que les travaux se passent très bien, et que les députés ne votent pas une loi dont ils n'ont pas la maîtrise de l'essence. Donc je pense bien que cet exercice permet d'être vraiment éclairé davantage, pour que après le vote, chacun puisse se dire qu'il a fait œuvre utile et qu'il n'a pas été poussé dans l'inconnu. Donc je pense bien que tout dépendra désormais de la façon dont ils ont été assidus au cours de ce séminaire de formation, de cet atelier de formation de 5 jours. Et de cela dépend également la suite des autres lois des finances qui seront votées, puisqu'ils en auront pour 3 au moins, puisque c'est 3 ans ce mandat qui est en cours. Donc je pense bien que c'est une législature de transition. Donc je pense bien que si déjà pour le premier atelier sur la loi des finances, si ces députés arrivent à maîtriser les thèmes techniques et tout ce qui a rapport avec la loi des finances, je pense que pour les prochaines fois, ils auront beaucoup plus de facilité à décrypter la loi et à se prononcer sur tous les compartiments de la loi des finances. Et comme vous le dites si bien, l'esprit de cette démarche est de faciliter l'appréciation et la compréhension des documents budgétaires aux députés. Pascal Ansema-Guéoundé, dans votre posture d'analyse, comment entrevoyez-vous cette session budgétaire qui s'annonce? Oui, c'est une session qui sera comme les autres, parce que ne nous leurrons pas, c'est vrai, il y a des dépenses qui sont
je dirais, des dépenses et des recettes qui sont carrément figées. Et quand on sait que nous sommes dans une politique où l'assiette fiscale est en train d'être élargie au fur et à mesure et qu'on connaît déjà un peu les orientations budgétaires du gouvernement en place et ses ambitions, ses énormes ambitions, c'est clair qu'on a déjà une certaine vue de comment sera cette session budgétaire. Le couac, je ne veux pas dire, je ne veux pas parler de couac, mais je vais plutôt parler même d'avancée démocratique. L'avancée démocratique qu'on pourrait avoir lors de cette session budgétaire, c'est vraiment la présence de la force d'opposition. Là, il y aura peut-être un peu plus de débats autour de certaines questions. Voilà, exactement. Peut-être même des débats qui, je ne l'espère pas, des débats peut-être inutiles, parce que cette fois-ci, il y aura peut-être des députés qui chercheront à dire non, on ne laissera pas passer. C'est vrai que vous avez l'habitude de faire tel, mais cette fois-ci, on ne laisse pas passer. Vous savez, à chaque session budgétaire, c'est aussi parfois l'occasion de faire des passes d'âme, l'occasion de se sentir un peu plus fort et de faire ressentir son poids politique d'une façon ou d'une autre, que vous soyez mouvancier ou opposant, que vous soyez la minorité ou de la majorité, vous avez quand même d'une façon ou d'une autre une voix à donner et vous pouvez donner votre appréciation de façon claire sur telle ou telle orientation du budget. Et nous attendons tous les Béninois s'attendent quand même à avoir une session budgétaire un peu plus, je dirais, un peu plus achalandée, que les autres, animée que les précédentes. Oui, voilà, parce que justement, nous savons que les démocrates voudront forcément imprimer leur marque, puisque c'est la première fois qu'ils ont le droit de citer à l'hémicycle, et ils voudront forcément montrer qu'ils participent de plein droit, non seulement à la vitalité du pays, à l'économie du pays, sachant que aujourd'hui, les questions d'ordre socio-économique commencent à prendre beaucoup d'ampleur, et on veut voir le Béninois améliorer sa vie au quotidien. On veut pouvoir sentir l'impact du budget de l'État sur le Béninois. C'est vrai que le gouvernement également, en transmettant le projet de loi de finances, a quand même donné des assurances par rapport à cela. Et les orientations sont claires. C'est comment faire pour mieux répartir encore la croissance économique. Voilà, pour que chaque Béninois puisse se sentir quand même un peu plus impliqué dans ce processus de développement que nous chantons bien si souvent et dont on voit peut-être un peu moins les effets de façon directe. Donc c'est clair que pour cette session budgétaire, nous aurons des débats qui seront orientés dans ce sens-là. Comment faire pour que le Béninois ne sente pas que l'État est un peu comme un goulot d'étranglement pour lui, mais que l'État, au contraire, tout en l'amenant à participer à la vie sociale et économique du pays, est également un réconfort, un protecteur. Vous n'êtes pas sans savoir que le pays traverse beaucoup de situations actuellement avec la fermeture des frontières avec le Niger, en tout cas des échanges économiques qui sont quand même un peu au statu quo actuellement avec le Niger. Mais avant même cela, nous avons vu les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Nous avons vu également les conséquences un peu de la hausse du prix des produits pétroliers. Donc, c'est clair que d'une façon ou d'une autre, la croissance telle qu'elle était envisagée pour cette fin d'année ne sera pas au rendez-vous. Mais le Bénin ne doit pas croiser les bras. Nous savons que le Bénin est un pays qui est quand même assez louangé pour sa capacité à se montrer résilient face au choc exogène. Et ce budget est un budget très, très ambitieux et qui montre encore une fois combien le Bénin veut ne pas faire fi de tout ce qu'il y a comme choc, mais essayer de contourner ces chocs-là et se relever économiquement parlant. C'est un budget qui nous laisse entrevoir également un déficit budgétaire qui est en train de se réduire. Et ça, c'est une bonne chose parce que nous serons probablement à 3,7%. Ce sont les normes qui sont quand même... On se rapproche un peu plus maintenant des normes macroéconomiques et d'une façon ou d'une autre, le Bénin sait se relever et sait s'adapter aux circonstances, surtout parce que nous avons une certaine ambition, je dirais même, de gros projets d'investissement qui soutiennent un peu l'action politique. Alors, pensez-vous que ce vote va se dérouler comme sur des roulettes, alors qu'on a la présence de l'opposition ? Bon, je pense bien que le vote doit se dérouler comme d'habitude, mais ce qui posait problème, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, le budget de l'État est d'abord, avant d'être un instrument technique, est un instrument politique, puisque c'est ça qui donne les moyens à l'État de réaliser ces différents projets, c'est ça qui donne les moyens au gouvernement d'atteindre ces objectifs, et la réalisation de ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs, c'est ça qui fait partie, qui constitue, voilà, le contenu du bilan du gouvernement à la fin de l'exercice. Donc je pense bien que avec la présence de l'opposition, avec le parti et les démocrates à l'Assemblée nationale, il y aura vraiment de débats, mais moi je serais
souhaité que ce soit vraiment des débats objectifs tout à l'heure. Pascal Agueroundé faisait savoir qu'il y aura même des débats inutiles. Moi, je n'encourage pas des débats inutiles, mais qu'il y ait des débats objectifs sur le contenu du budget, sur ce que cela pourrait apporter comme impact sur la vie des Béninois, parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas, ça ne va pas dans le pays, parce que partout, tout le monde crie par rapport à tout ce qui se passe, à la cherté de la vie. Il y a des causes exogènes, comme l'a rappelé Pascal, mais aujourd'hui, le Béninois a envie de sentir un peu de pousser un ouf de soulagement. Donc je pense bien que c'est sur ces points que les démocrates, les députés du parti Les Démocrates vont beaucoup plus mettre l'accent pour que certains aspects du budget soient revus, et que surtout au niveau de l'élargissement de l'assiette fiscale, pour que ça ne soit pas une épée de Damoclès sur la tête des Béninois, mais qu'on puisse vraiment aller à un soulagement, à un allègement, c'est ça. Mais ce n'est pas facile. Donc je pense bien que le vote ne serait pas aussi facile, mais nous allons aboutir à une fin heureuse à la fin de cette session. Mais le problème, c'est ce qui est souhaité, mais il faudrait qu'on nous offre vraiment des débats de qualité au niveau de l'hémicycle, pas comme ce qu'on a vu il y a cela au cours de quelques sessions passées, avec des débats dont le fond laisse à désirer. Donc je pense bien que pour cette session budgétaire, qui est la première pour la 9e législature, qu'on puisse vraiment aller au fond et qu'on propose des alternatives crédibles pour ce qui concerne des propositions qui sont faites, parce que nous sommes en face d'un projet, donc c'est des propositions qui sont faites par le gouvernement en ce qui concerne la mobilisation des ressources, et également en ce qui concerne les dépenses que l'État doit engager en 2024. Donc je pense bien que l'opposition est là pour faire des propositions, de proposer des alternatives pour équilibrer les choses, de sorte à ce que les Béninois se sentent davantage à l'aise, même s'ils contribuent à la réalisation de ces objectifs, que ça ne soit pas comme dans un engrenage qui asphyxie le citoyen. Nous allons aborder un autre sujet qui a marqué également l'actualité au cours de la semaine écoulée. Sur tout un autre registre, donc, les membres du comité des rites vaudous sont désormais connus. Cela traduit la volonté du gouvernement à véritablement faire du Bénin un pays touristique, avec pour socle fondamental les arts, la culture vaudou et tout ce qui va avec. Le vaudou étant une identité phare de notre pays, les membres sont connus, comme je le disais. Dans ce comité, nous avons le président, vous le connaissez, Maouyon Kapo, professeur spécialiste des études africaines, beaucoup non par ailleurs. Oui. Nous avons comme secrétaire exécutif Bertin Sosa, chanteur et membre du groupe Les Frères Guédenguet. On ne le présente plus non plus. Les membres, nous avons Ayaba Colette Dossou, elle est dignitaire de Vaudou. Nous avons le professeur sociologue Todi Amouzovi, professeur de sociologie religieuse à l'université d'Abou-Mekalavi. Il est spécialiste du Vaudou et directeur du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement, l'ARED. On a également Gilles Yves Serro, dignitaire du Vaudou, connu sous le nom de Rouno Mbeza. C'est un personnage très connu également dans l'univers vaudou. Et on a enfin, s'est-on dit, Ado, Patrice Ronsa et Edmond Dossard Profond. Parce qu'à l'ancien Agueroundé, les choses se précisent de plus en plus de ce côté. Bien sûr, et rien d'étonnant quand on sait que le gouvernement, je dirais d'abord le chef du gouvernement, le président de la République, depuis sa prise de fonction, a montré de façon claire son ambition de partir, je dirais, d'un phénomène qui fait peur à un phénomène avec lequel on peut quand même valoriser le pays. Vous savez, de partout dans le monde entier, quand on parle du Bénin et quand on parle de Vaudou, il y a beaucoup de mysticisme autour et il y a également beaucoup de crainte autour, et d'ailleurs, c'est peut-être un peu dans l'ironie que cela se fait, ou peut-être même pour des raisons justifiées, mais pour la plupart du temps, quand vous dites que vous êtes béninois, tout de suite, on commence à vous identifier à cela, à cette culture-là, à cette religion-là. Voilà. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est quand même une culture qui évoque beaucoup plus de peur à l'interne même. Pour les Béninois, à l'interne même, il y a plein de Béninois que cela repousse. Et à l'externe également, c'est une culture qui évoque beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Alors, il faut maintenant changer de paradigme. C'est ce que je perçois à travers cette dynamique du gouvernement, c'est changer de paradigme, amener non seulement les Béninois à davantage recoller avec ce patrimoine culturel, mais partir de cela également
pour l'ouvrir davantage au monde et en faire un pilier pour le développement du tourisme religieux. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la mise en place de ce comité. Et cela ne se fait pas de façon isolée parce que nous savons qu'il y a d'autres projets connexes, et notamment le musée international du Vaudou qui est en construction à Porte-Nouveau. Et quand vous savez qu'il y a tout cela avec des aménagements prévus pour la route du Vaudou, donc avec tout cela, on comprend que le comité a une grande mission, un grand rôle à jouer pour que le Bénin puisse imprimer cette culture-là en tant que socle de son pilier, de son développement touristique. C'est quand vous voyez également un peu la composition des membres de ce comité, c'est des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui s'y connaissent peut-être même un peu trop, et on les a vus quand même d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pas des personnes qui sont cachées, c'est des personnes qui connaissaient, qui d'une façon ou d'une autre pratiquent et connaissent. Ils sont vraiment ancrés dans cette culture-là. Et le président lui-même, un ancien ministre, Bokonon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et qui ne le cache pas non plus sa fierté qu'il a par rapport à cette culture-là. Le plus important reste de pouvoir avoir une certaine clairvoyance et perspicacité sur les objectifs de ce comité-là. Et parce que d'une façon ou d'une autre, je ne suis pas vaudou, bien sûr, mais lorsque vous avez une religion, il y a toujours un aspect sacré. Alors, il faut toujours faire en sorte que le sacré ne se mêle pas au divertissement, parce que c'est parfois ce qui finit par casser la baraque. Il y a toujours un affaire. Il faut pouvoir faire le distinguo entre le cultuel et le culturel. Et le culturel, voilà. Et Edouard Adodé, le Vaudou, c'est un gisement énorme aux potentialités plurielles. Il ne me revient pas de déterminer la mission, puisque la mission est déjà déclinée au niveau du décret qui installe le comité. Et cette mission est en 4 volets. Mais avant de me prononcer sur la mission, permettez-moi de revenir sur la question précédente pour dire que je suis pleinement d'avis que le vaudou est la carte d'identité de notre pays. Parce que à l'extérieur, à l'international, lorsque vous vous présentez comme béninois, des gens de difficulté à retrouver le Bénin sur la carte du monde, il faut ramener, lorsque vous prononcez vaudou, que beaucoup se situent rapidement pour reconnaître que vous venez de l'Afrique, d'un pays qui se situe sur la côte africaine. Donc je pense bien que nous ne pouvons pas effacer cette identité de notre pays, et même si nous ne partageons pas forcément tout ce qui se passe au sein de ce culte, puisque tout à l'heure Agueoundé a parlé beaucoup plus de l'aspect culturel de la chose, mais n'oublions pas que avant d'être culturel, le vaudou est d'abord un culte, une religion. Donc je pense bien que c'est là où il y a un peu de souci, où j'ai un peu de souci par rapport à la mission de ce comité, qui est de faire sortir certains aspects de vaudou et rendre ces aspects rentables sur le plan touristique. Et je pense bien que ce n'est pas une mission facile, parce que dans cette mission, dans l'exécution de cette mission, il y a 2 pièges que je vois devant le comité dirigé par le professeur Maounion Kakpo. 2 pièges également pour l'État, pour la nation béninoise. Quels sont ces pièges-là, rapidement? Le premier piège pour moi, c'est d'abord l'article 2 de la Constitution qui veut que le Bénin soit une république laïque, une nation laïque. Le vaudou a un héritage culturel. Oui, le vaudou est un héritage culturel, mais n'oublions pas que c'est aussi une religion. Et quand on parle de la laïcité, je me réfère souvent à la définition donnée par le professeur d'histoire Jérôme Aladaé, qui dit que la laïcité, c'est un principe qui impose à l'État d'avoir la même distance vis-à-vis de toute la région. Pas, mais le vaudou a existé quand même avant l'importation de toutes les autres religions. Si nous rentrons dans cette considération, on risque de biaiser le débat, parce que si on doit voir quelle religion y était avant l'autre, je pense bien que... Toutes les religions s'expriment librement au Bénin. Non, la laïcité va au-delà. Pour positionner le Bénin en tant que produit touristique. La laïcité va au-delà de l'expression, de la libre expression, de la libre expression religieuse. Le deuxième piège. Je suis d'accord. Donc, il faudrait qu'on fasse attention pour que, en voulant faire la promotion de l'aspect culturel du vaudou, qu'on ne tombe pas dans la promotion du culte de la religion vaudou.
Il faut qu'on fasse beaucoup. Ce n'est pas facile de voir la nuance entre les deux, entre la culture et le culte. L'autre aspect, l'autre piège, Aguehounde l'a évoqué déjà, c'est le sacré, la conservation du sacré dans le vaudou. Il faudrait que ces personnalités fassent beaucoup attention. Et je me demande si les pratiquants, les vaudouisants aujourd'hui sont préparés à la chose. Parce que si on dit qu'on doit exposer une bonne partie de tout ce qui se passe dans les couvents pour attirer des touristes dans notre pays, ce n'est pas mal. Tout ceci sera codifié. C'est codifié, mais il faudrait que la base soit préparée. Parce que ce n'est pas seulement le comité. Il y a des universitaires, des sachants, des experts dans le comité. Mais il faudrait que la base soit préparée. Parce que choses, avoir l'esprit de discernement. Bien sûr, parce que nous avons vu des tuniques, des gougous qui ont été bradés, nous avons vu des choses comme ça. Il faudrait que ce soit vraiment codifié et c'est sur ce point que j'attends ce comité qui ait vraiment des principes clairs et nets qui soient imposés aux acteurs. Cela fait partie d'ailleurs des missions, voilà. à signer. Voilà, pour qu'on puisse vraiment labelliser tout ce qui est culturel dans le vaudou. Parce que tout n'est pas mauvais dans le vaudou. Et d'ailleurs, quand vous prenez les religions importées aujourd'hui, beaucoup utilisent des aspects du vaudou dans l'adoration. Je veux parler des rythmes. Même des rituels vaudou modernisés. Des tam-tams qui étaient entre-temps conservés dans les couvents sont aujourd'hui dans les églises. Donc je pense bien qu'il y a de ces aspects qu'on peut valoriser, mais on doit faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans la promotion de la religion. On vous aura compris, Pascal Ansem-Aguehounde, pour finir rapidement avec ce sujet. Il ne faut pas, et je suis parfaitement d'accord avec Edouard, il ne faut pas faire tomber dans ce piège-là et faire des confusions, parce que l'aspect culturel doit pouvoir dissocier l'aspect culturel. Et je pense que d'une façon ou d'une autre, quand on vous dit qu'on veut promouvoir une culture, il faut sortir ce qui peut être promu. Il ne faut pas tout sortir parce que, vous savez, d'une façon ou d'une autre, l'on est riche parce que l'on a des choses à montrer. Quand vous n'avez plus rien à montrer, vous n'êtes plus riche de rien en fait. Donc d'une façon ou d'une autre, il faut également avoir une certaine politique qui permette de sortir de façon, je dirais, échelonnée, des choses à mettre en valeur, mais qui d'une façon ou d'une autre ne seront pas des choses nature à débrider complètement cette culture-là et lui arracher tout sens, parce que d'une façon ou d'une autre, on l'aurait peut-être déjà un peu trop laissé, un peu trop exposé au monde entier. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à cela. Et ceux-là qui sont choisis pour être membres de ce comité, qui s'y connaissent, doivent également se dire que d'une façon ou d'une autre, ils sont d'une façon ou d'une autre redevables. Parce que c'est la culture de tout un peuple. Et ce qu'ils labellisent, c'est ce qui nous valorise. Il ne faudrait pas labelliser quelque chose qui est un peu comme une flétrissure pour nous après, une honte pour nous après. Donc vraiment, mais je sais quand même que ce sont des personnes qui sont très sachantes et qui veilleront quand même à étudier, à voir et dans quelle mesure faire pour que tous ces produits-là qui vont peut-être participer un peu à l'essor de cette culture-là à la face du monde entier, que tous ces produits-là puissent rendre le Béninois fier, même si vous n'êtes pas vaudou, que vous puissiez vous dire, ça c'est ma culture que je vois. Ça, c'est mon patrimoine culturel. Ce n'est pas une question, là, ce n'est plus une question de religion, mais c'est une question de patrimoine culturel. Et il faut vraiment faire cette distinction-là pour ne pas tomber dans la promotion d'une religion. Quittons à présent Cotonou pour Dakar pour décrypter l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactif. Edouard Adodé, vous avez suivi tout à l'heure la revue de presse de Marcel Arrossi au Sénégal, le pays de Léopold Sédar Senghor, premier président d'ailleurs de ce pays, figure de proue du mouvement de la négritude. C'est un grand monsieur qui a laissé un vaste et immense héritage. Alors on a découvert donc des stylos plumes en or du poète, des montres, des décorations d'une valeur de 244 000 €, soit 160 millions de francs CFA, qui devraient être mises aux enchères, mais le président Macky Sall a dit non, cela devrait faire partie du patrimoine sénégalais et a tout fait pour que le pays puisse acquérir et rapatrier ses biens. Je dis bravo à Macky Sall, je dis bravo à l'Afrique, parce que c'est encore le signe de ce que l'Afrique se réveille. L'Afrique ne veut plus commettre les erreurs du passé, parce que souvent lorsque nous écoutons l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage, tout ça, parfois on a le sentiment où on tient pour coupable nos ancêtres, nos aïeux, parce qu'on se dit quelque part ils ont été naïfs, ils ont contribué à ces fléaux qui ont dévasté l'Afrique. Mais
aujourd'hui, on se pose la question de qu'est-ce que nous faisons, est-ce que nous ne faisons pas pareil que nos ancêtres? Et il y a plusieurs de nos actes qui montrent que parfois même nous sommes pires que nos ancêtres, mais nous ne nous rendons pas souvent compte de ces actes-là. Mais depuis quelque temps, je vois un réveil au niveau des pays africains, surtout au niveau des chefs d'État, qui prennent conscience de ce que on doit pouvoir corriger ces erreurs du passé. On ne doit pas continuer à répéter les erreurs du passé. Et cela a commencé avec le rapatriement des trésors royaux au Bénin, sur l'initiative du chef d'État Patrice Talon, et cela sonnait le début d'un réveil, et c'est ce réveil qui continue toujours, et on vient de voir aussi un acte vraiment louable de la part du président Macky Sall du Sénégal, parce que quand vous avez un être aussi important, une personnalité aussi éternelle dans les esprits, parce que quand on parle de Léopold Sédar Senghor, c'est une figure emblématique pour tous les Noirs. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique, puisque quand on parle de la négritude, ce n'est pas seulement, ça ne se limite pas à l'Afrique, mais c'est tous les peuples noirs du monde qui se reconnaissent à travers ce mouvement-là, initié par le premier président sénégalais, mais qu'aujourd'hui, qu'on laisse les objets utiliser, les objets appartenant à cette figure, à cette personnalité qui reste toujours dans les esprits, laisser ça dans ces conditions et que ces objets soient vendus aux enchères, je pense bien que ce serait une honte pour l'Afrique. Donc je pense bien que, et quand je vois même le prix, je dis que c'est dérisoire par rapport à la personnalité, à ce que représente Léopold Sédar Senghor pour l'Afrique. Si on laissait faire, je pense bien que ce serait une honte pour toute l'Afrique. Donc je dis encore bravo à Macky Sall. Il faudrait qu'on continue dans cet élan pour voir encore s'il n'y a pas autres objets du poète sénégalais qui sont encore dans des coins en France et qui pourraient faire objet de vente aux enchères, et il faut que ces objets soient rapatriés. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la force, qui donne beaucoup, c'est cela qui apporte plus de valeur à la culture sénégalaise, parce que lorsque ces objets seront rapatriés et seront installés dans des musées au Sénégal, ça va faire encore un plus pour le tourisme dans ce pays-là. Donc je pense bien que Macky Sall a vu juste sur ce point-là, et j'ai beaucoup apprécié l'action, la suspension même de processus de la vente aux enchères jusqu'au rachat de ces objets. Je pense bien que cela prouve que l'Afrique est vraiment est désormais réveillée, et l'Afrique ne veut plus tomber dans les mêmes erreurs du passé. L'Afrique est prête à réécrire son histoire avec la plus belle manière, pour que les générations futures puissent dire, bon, à un niveau donné ou à un moment donné, les Africains se sont arrêtés et ont changé le cours de l'histoire dans le bon sens. Une prise de conscience qui doit être saluée, à rappeler que c'est un particulier qui avait acquis toutes ces pièces à la mort de l'épouse du président, Colette Senghor. C'était en 2019. Pascal Anselme. Oui, je ne veux pas être aussi gai que Edouard, et je ne veux pas être non plus pessimiste, mais je me pose souvent cette question. Pourquoi toujours de ces gens de réveil tardif et de ces opportunismes? Et vous savez, très souvent, on s'en sert pour calmer un peu le peuple aussi, et pour montrer qu'on est très attentif à ce que le peuple aime. Vous y voyez une âme de communication politique? Vraiment, c'est une âme de communication politique. Mais au-delà, vous avez le premier président de votre pays, qui est un peu, comme je dirais, une figure de proue à l'international. Le premier Africain qui est entré à l'Académie française. Oui. Donc ce n'est même pas... Pour moi, c'est même une honte que l'on dise qu'on veut vendre aux enchères. Mais normalement, il devrait y avoir déjà, d'une façon ou d'une autre, un comité dans chaque pays qui essaie de voir les hommes forts que nous avons. Par exemple, quand je prends l'exemple du Burkina Faso, Thomas Sankara. Est-ce qu'ils ne se sont jamais demandé, mais ces effets sont où? Est-ce qu'on va attendre d'abord qu'il y ait quelqu'un qui veuille vendre pour pouvoir maintenant se réveiller, avoir un réveil tardif? Il faut anticiper. Oui, mais il faut anticiper. Il faut d'une manière ou d'une autre anticiper. Mais écoutez, Léopold Sédar Senghor, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je pourrais même le comparer, je ne sais pas, au plus grand président américain. Ce n'est pas n'importe qui, le président Sédar Senghor. Pourquoi on nous dise maintenant que c'est bon, on s'est rendu compte que on veut vendre maintenant, et puis on saute sur cela, on en fait une communication autour. Finalement, on se met en, je sais pas, on se met sur une estrade en tant qu'africaniste, soudainement. Mais c'est pas bien. Il faudrait que
l'on puisse se dire que ces genres d'événements doivent être un peu comme des éveils de conscience déjà pour tous les chefs d'État. Chaque chef d'État doit pouvoir se dire, d'une façon ou d'une autre, nous avons un devoir d'anticipation, un devoir quand même d'être un peu plus prospectif. Chaque chef d'État devrait commencer même, au moment où je parle même, commencer à se dire, mais tiens, on peut commencer à voir, si vous avez une figure de proue dans votre pays, à voir, mais où sont ces objets, où sont conservés ces articles. Répertorier, c'est bien. À répertorier. Ce n'est pas demain qu'on va se rendre compte que Béhanzin, sa pipe, il y a quelqu'un qui veut vendre sa pipe, et on va courir derrière cela, et en fin de communication, le Bénin a rapporté la pipe de Béhanzin. On entend peut-être que vous auriez pu vous-même aller vers l'information et dénicher, et vous aurez eu beaucoup plus de valeur, parce que là, on va dire, le Bénin est allé à la recherche maintenant. Ce qu'a fait Patrice Talon pour amener les trésors royaux au Bénin. Donc, c'est pour dire que je préfère quand on est dans la démarche vraiment de l'anticipation, de la prospection, c'est un peu plus... ça montre que vous avez le souci de votre culture, le souci de vos hommes, le souci de tout ce qui vous valorise, et que vous avez quand même d'une façon ou d'une autre compris qu'il faille mettre désormais plus l'accent sur l'Africain qui est un homme libre. Hier, vous n'étiez pas libre. On a pu prendre des objets qui vous appartenaient, que l'on a amenés ailleurs. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu plus libre et vous êtes dans la mesure, de la capacité d'aller maintenant vers ces objets-là. C'est vrai, de négocier dans un système d'échange tout à fait libre pour les ramener. Et là, on voit davantage votre effort à montrer que vous avez envie de vous réveiller effectivement et de prendre ce qui vous appartient. Nous sommes tenus par le temps. Nous allons aborder un autre sujet, toujours à l'international. On va évoquer la fameuse guerre Israël-Hamas, un conflit sans fin qui continue avec des pertes en vies humaines, d'énormes dégâts matériels, en toile de fond des superpuissances qui s'affrontent. Édouard? Je pense bien que nous sommes dans un conflit, malheureusement, qui a l'air d'un conflit sans fin, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la reconstitution de l'Israël, Hamas a toujours existé, et surtout dans les années 93 à 2005, 2003, par là, a frappé beaucoup à travers des coups, à travers des attaques, voilà. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, je pense bien que c'est l'attaque la plus meurtrière menée par Hamas, qui contrôle la ville de Gaza depuis 2006, si je ne me trompe. Donc je pense bien que aujourd'hui, à voir les puissances qui s'alignent de part et d'autre, je pense bien que je me demande quand est-ce que ça va finir, puisque les enjeux ne sont pas seulement des enjeux géostratégiques, il y a également des enjeux religieux autour de cette guerre, et quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus difficile d'y trouver ou d'apporter une solution adéquate. Et les deux acteurs dans ce conflit sont dans un élan de, je ne sais pas, où chacun essaie de faire sa loi dans la bande de Gaza, et surtout au niveau du partage de Jérusalem, où tout a commencé par le repeuplement de Jérusalem, est-ce pas Israël, ce qui n'était pas permis, puisque selon les accords, Jérusalem était divisé en deux, une partie pour la Palestine, une partie pour Israël. Mais depuis quelque temps, on a constaté que Israël évolue vers la partie est qui est réservée à la Palestine. En territoire. Voilà, donc je pense bien que c'est beaucoup plus difficile. Or, aujourd'hui, la vision ou l'objectif principal de Hamas, c'est comment faire pour récupérer la totalité de l'Est-Palestine qui couvre tout ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc, est-ce que aujourd'hui, avec les puissances qui soutiennent Israël, est-ce que c'est possible, et quand est-ce que cette guerre finira? Parce que Hamas c'est aussi... une grosse interrogation. Je ne vous coupe pas, Édouard. Pascal Ansem-Agueoundé, c'est une guerre sans merci, renforcée par des alliés. Les visites et soutiens s'intensifient de part et d'autre. Vous savez, les terrains de guerre sont souvent également des terrains de géostratégie, géopolitique. Et aujourd'hui, nous avons de grandes puissances qui ont envie de montrer l'une à l'autre leur superpuissance. Du coup, à chaque occasion est quand même d'une façon ou d'une autre instrumentalisée pour montrer un peu le rapport de force. Vous voyez, aujourd'hui encore, nous avons eu les nouvelles. Et au moment où nous parlons, il y a les autorités de Hamas et de l'Iran qui sont en Russie, en train de dialoguer avec le président russe. Donc, c'est une manière de dire, bon, nous avons du soutien
Israël a du soutien, nous en avons également. Voilà. Donc, il y a toujours cet antagonisme-là. À chaque occasion de guerre, il y a toujours cet antagonisme entre les grandes puissances qui aussi ont ces gens de velléité-là. Il y a comme une guerre froide que nous vivons depuis bien longtemps et qui ne se déclenche pas parce qu'on sait que si ces deux grandes puissances s'affrontent directement, mais le monde est parti en vrille. Donc, je pense que Israël et Palestine doivent faire attention à ne pas se laisser instrumentaliser. Un peu comme ce qui se passe actuellement sur d'autres champs. À ne pas se laisser instrumentaliser parce que de toute façon, c'est eux qui vivent la guerre. Et c'est eux qui perdent des populations au jour le jour, au quotidien. Ce n'est pas les États-Unis, ni la Russie, ni autre puissance qui soutient. Merci à vous. C'est une leçon qui doit être bien comprise. Bouclons donc la boucle avec la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Edouard Dodé, Giacomo, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit beaucoup. Comme vous, j'ai découvert ce nom à travers les réseaux sociaux et à travers Legend Beats. C'est la dernière révélation de Legend Beats, ce jeune qui fait beaucoup dans la recherche des talents bruts qu'il essaie de travailler et de les mettre à la face du monde. Et ce petit, j'ai été touché, comme un bon nombre de Béninois, par son histoire, parce que c'est un enfant de la rue qui a été récupéré. Mais ce qui m'a plus touché dans l'histoire de Giacomo, c'est sa détermination et sa foi en son talent. Sa résilience. Sa résilience, c'est un petit qui croyait dur comme fait qu'il peut réussir dans la musique. Et je croyais au départ que c'était Legend Beats qui est parti à sa découverte, mais finalement j'ai compris que c'était lui-même qui allait à la recherche de producteurs et à 2 fois il est allé. Finalement il a rencontré celui qu'il appelle le grand frère Legend Beats, et aujourd'hui il a eu une grosse révélation pour la musique, parce que quand j'écoute ses improvisations, je sens de la matière. Je sens que c'est un enfant qui a une sagesse au-delà de la moyenne pour les enfants de son âge. C'est un talent précoce. Giacomo, c'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. C'est un ado qui faisait la manche sur les plages de Cotonou afin de pouvoir gagner sa vie. Aujourd'hui, une véritable star. Oui, une histoire non seulement passionnante mais émouvante, et aussi un talent pur et brut. Et je pense qu'il est l'heure, il est temps pour nous de pouvoir soutenir ces talents, pas les montrer simplement à la face du monde, mais les soutenir sur le long terme. Parce que nous avons vu des personnes être révélées sur plusieurs autres plans. Je ne veux pas appeler des noms, mais des personnes qui ont été révélées, on a fait toute une émission autour, il y a eu beaucoup de tapage autour, ils ont été peut-être effigies de telle autre marque, mais aujourd'hui, ils sont rangés. J'espère que ce ne sera pas la même chose, parce que face à un talent du genre, il faut vraiment l'entretenir, l'aider à mieux exprimer ce talent-là, l'aider à grandir dans la musique, et c'est ainsi qu'on aura véritablement fait profiter le Bénin de cette nouvelle découverte-là. J'ai peur parce que il y a quelques années, nous avons connu, j'ai connu un petit, nous avons connu, il y a un petit du genre qui a été révélé par la danse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bébé DJ en Côte d'Ivoire, mais la fin n'a pas été du tout bien. Il faut qu'on s'inspire vraiment de cet exemple-là, de cette situation, pour que Giacomo soit vraiment un talent travaillé sur le long terme, et non que ce soit un feu de paille qui passe un temps. Non, mais qu'on puisse vraiment le mettre dans les conditions pour travailler réellement, pour sortir, pour révéler davantage ce qu'il cache en lui, et non que ce soit une satisfaction spontanée par rapport à sa situation, puisque c'est un enfant de la rue, il vient de connaître une situation plus ou moins reluisante, mais si nous ne savons pas faire, ça peut agir, ça peut détruire le talent, parce que le talent a besoin de certaines conditions pour s'exprimer réellement. Donc il faudrait un suivi comme cela se doit pour que Giacomo soit vraiment un produit consommable sur de long terme. Et que certains n'en fassent pas aussi de la récupération. Voilà. Merci à vous, Pascal Ancet-Maguéoundé. Je le rappelle, vous êtes journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci à vous, Edouard Dodé, analyste politique, chroniqueur, journaliste. Merci pour ces exercices de décryptage de l'actualité. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.